Tout a changé quand une chienne qui s'appelle Jo est arrivée dans ma vie. Les autres animaux, ceux que je mangeais, c'était pas différent, c'était aussi des individus, c'était aussi des gens. Que l'animal soit un individu devient un gage de qualité de la viande, ce qui me semble délirant. Priver quelqu'un qu'on aime de sa vie pour le manger alors qu'on n'en a pas besoin, c'est quelque chose d'assez compliqué à justifier pour moi. On peut les aimer beaucoup plus et beaucoup plus librement quand on les mange plus. Salut Lucie. Salut Maxime. Merci de nous accueillir ici au refuge Groingouin. Avec plaisir. Est-ce que tu veux nous présenter juste rapidement le refuge? Oui, le refuge Groingouin a été fondé en 2005 par Caroline qui est passionnée de cochons et Servane qui est vétérinaire, donc dans la Sarthe entre Laval et Le Mans. Le refuge s'étend sur 12 hectares et bientôt 17 hectares pour accueillir d'autres animaux encore. Au départ, le refuge avait été fondé pour venir en aide aux petits cochons nains ou cochons vietnamiens qui ne sont pas considérés directement comme des animaux de ferme, mais comme des animaux de compagnie. Mais malheureusement, dans 75% des cas, les gens qui achètent ces petits cochons les abandonnent parce qu'ils ne mesurent pas, qu'ils vont quand même atteindre 80 kg à l'âge adulte. Ils ne restent pas non, ils ne restent pas tout petits. Ils ont besoin de beaucoup d'espace, ils ont besoin de vivre au moins à deux. Enfin, voilà, que c'est pas du tout facile d'en prendre correctement soin. Et puis, c'est quelques années après, assez rapidement après en fait, que le refuge s'est ouvert à une approche antispéciste qui est toujours la nôtre aujourd'hui et a commencé à accueillir des animaux dits de ferme. D'accord, donc ça s'est diversifié juste après? Assez rapidement, il y a commencé, par rapport cochons de ferme à la sont arrivés. demande ou c'est comment le refuge s'est ouvert à d'autres Par rapport au fait que des petits cochons vietnamiens, c'est quand même ma foi très proche des gros cochons dits de ferme qui sont considérés comme des aliments et que donc ça, dans un souci de cohérence, assez rapidement, c'était nécessaire de rendre possible l'accueil de cochons dits de ferme. Et du coup, au niveau du sauvetage d'animaux, est-ce que vous en faites beaucoup? Comment ça se passe? Alors beaucoup, non, au sens où vraiment ce qui est très important pour nous ici, plus que le nombre d'animaux sauvés, c'est de leur donner les meilleures conditions de vie possibles. Et pour toute la durée de leur vie. Certains animaux ont une espérance de vie de 20 ans. Donc voilà, ce qui fait qu'on est obligé de beaucoup dire non, de refuser beaucoup d'animaux, parce que ça risquerait de mettre en danger les conditions de vie. Donc on essaye d'accueillir le plus d'animaux qu'on peut se permettre d'accueillir par rapport au nombre de salariés qu'il y a au refuge et par rapport aux possibilités de financement, notamment pour être capable de leur donner les meilleurs soins vétérinaires, avec l'idée un petit peu que de toute façon, donc là on a une centaine d'animaux, si on en recueillait 1000, alors bien sûr pour ces 1000-là ça changerait tout, mais ça restera toujours un nombre dérisoire par rapport aux 3 millions d'animaux qui sont abattus par jour pour la consommation humaine, et que donc ce qui est vraiment important pour nous, c'est de donner les meilleures conditions de vie possibles à ces animaux pour pouvoir sensibiliser les gens qui le souhaitent et expérimenter des relations alternatives avec ces animaux qu'on reconnaît comme des individus alors qu'ils sont la plupart du temps considérés comme des marchandises. Oui, donc c'est vraiment ce truc-là de ok, on va faire les choses bien, vraiment pas de A, mais du coup jusqu'à Z, on va dire jusqu'à la fin de vie de l'animal, de faire les choses bien et de vraiment lui donner les meilleures conditions et de pas faire dans la quantité, mais plutôt dans la qualité. Et vraiment tout en essayant quand même d'accueillir le plus d'animaux qu'on peut. Je me doute bien que vous voudriez peut-être avoir tous les animaux, toutes les demandes que vous avez, de dire oui, mais ça va pas forcément être possible. Ça mettrait en danger en fait le système du sanctuaire peut-être. Voilà, et puis la qualité de vie des animaux qui s'y trouvent actuellement. C'est vraiment cette logique de sanctuaire plutôt que de refuge, c'est-à-dire qu'on ne propose pas les animaux à l'adoption parce qu'il est très difficile de réaliser des adoptions pérennes d'animaux dits de ferme, et en particulier de cochons. Donc les animaux qui arrivent au refuge vivront toute leur vie au refuge. Donc c'est uniquement quand certains animaux deviennent âgés et meurent qu'on peut éventuellement, ou qu'on a plus d'espace, ou qu'on a
une équipe Plus qui grande. s'agrandit, qu'on peut accueillir. Donc là, tu m'as dit que vous d'autres alliez animaux. passer de 12 ou 13 à 17, c'est ça, hectares? Oui. Quelque chose comme ça? Oui. Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces Alors on n'a hectares pas, supplémentaires? pas encore travaillé le projet, donc D'accord. on ne sait pas encore. Et on pourra accueillir de nouveaux animaux, mais je ne peux même pas dire combien, parce que, encore une fois, c'est pas toujours l'espace qui est le Oui, problème principal. oui. C'est effectivement où tu as Les vu, ressources. tu as vu la pâture des chevaux, Oui. où on pourrait avoir 4 fois plus de chevaux. Bon, Mhm. mais ils auraient moins d'espace d'une part, mais on ne pourrait plus leur offrir les meilleurs soins vétérinaires lorsque c'est nécessaire. Et puis, on ne serait pas assez nombreux et nombreuses pour s'en occuper correctement. Donc sur les 5 hectares de plus, oui, il y aura de nouveaux animaux, Ouais. mais... Tout en gardant en tête qu'il faut quand même Oui. des personnes derrière oui, pour s'en absolument. occuper et voilà, des moyens aussi voilà, Absolument. financiers et puis peut-être matériels aussi de tout gérer en même Oui. temps parce que c'est peut-être pas forcément évident à chaque fois d'ailleurs plus d'animaux, de pensionnaires. Oui. Raconte-moi un petit peu toi ton parcours personnel avec l'alimentation végétale. Alors, donc l'alimentation végétale, pour moi, ça a commencé il y a 7 ans, sauf erreur. Alors on me l'aurait dit encore un an avant, peut-être pas un an, mais 2 ans avant, j'aurais éclaté de rire parce que c'était vraiment pas du tout un sujet auquel je m'étais intéressée jusque-là. Je consommais de la viande et tous les produits d'origine animale, de bon appétit. Et tout a changé quand une chienne qui s'appelle Jo est arrivée dans ma vie. Avant ça, les animaux, comme tout le monde, j'aimais bien les chatons, mais ça s'arrêtait à peu près là. Et très vite, cette chienne a pris une place immense dans ma vie. Très vite, je l'ai aimée plus que tout au monde. Et très vite aussi, enfin assez vite après, je ne pouvais pas me mentir sur le fait que les autres animaux, ceux que je mangeais, c'était pareil, c'était pas différent, c'était aussi des individus, c'était aussi des gens. En fait, c'est un peu ça, c'est que j'ai réalisé que les animaux aussi étaient des gens. Et c'est comme ça que le déclic a... Ok, et donc comment elle est rentrée dans ta vie? C'était quoi, une adoption? C'était un... Alors même pas à l'époque, c'était même pas une adoption. C'est une chienne qui vient d'un élevage. D'accord, donc vraiment, oui, ok. J'avais d'abord contacté des refuges et puis ça s'était pas fait. Et donc voilà, je voulais un chien. Ouais. Donc je suis allée dans C'était l'élevage. vraiment une volonté d'avoir un animal de compagnie. Oui, donc il y a eu ça, mais voilà, j'avais pas du tout réfléchi même voilà, l'élevage des animaux de compagnie. Mais très vite, je me suis sentie une immense responsabilité par contre. À partir du moment où elle était dans ma vie, c'était sûr que quoi qu'elle me fasse endurer, et de fait, elle ne s'en prive pas, je ferai toujours tout ce qu'il faut pour lui donner la plus belle vie possible. Okay. Et à partir de là... Et donc c'est dans cette perspective-là d'être en accord avec du coup voilà, la chienne que tu avais chez toi, ça t'a commencé à réfléchir vis-à-vis de ta consommation personnelle. C'est ça, très vite, voilà, j'ai réalisé, j'ai découvert une personne en cette chienne et j'ai découvert du coup que c'était le cas aussi pour tous les autres animaux. Et à partir de là, je ne pouvais plus continuer à manger des gens. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter. Alors au début, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire? Parce que ça me paraissait impossible. Alors j'ai toujours adoré manger, pas uniquement de la viande, mais aussi de la viande, et ça me paraissait impossible. Et puis au même moment, il me semble que c'est un peu là aussi que j'entendais beaucoup, je commençais à beaucoup entendre parler de L214, des vidéos de L214 que je n'ai jamais regardées parce que je pense que j'aurais pas pu supporter, mais enfin voilà, il y avait vraiment une information de qualité qui commençait à être diffusée, en particulier par L214. Je me souviens qu'un jour, en promenant ma chienne, j'ai vu un autocollant de L214 sur un poteau qui rappelait le nombre de cochons abattus par an en France. Je ne sais même plus quel était ce nombre, mais je sais que je suis restée sidérée en fait. J'imaginais pas du tout j'avais jamais pensé à ça, et j'imaginais pas du tout qu'on tuait autant d'animaux pour la consommation humaine. Et là, je me suis dit, non, c'est vraiment pas possible. Alors au début, je me suis dit, allez, je fais un essai pendant 1 mois végétarienne. J'ai mangé beaucoup de produits laitiers et d'œufs pendant cette période. Oui, c'est ce qui est normal. Voilà, on enlève quelque chose, donc voilà, on ne sait pas trop comment faire, on se rattrape un peu sur ce qui reste, entre guillemets. Alors heureusement pour moi, j'aimais bien cuisiner, j'aimais bien tout ce qui était cuisine d'inspiration asiatique, en tout cas. Okay. Et donc je suis partie par là, et assez vite, j'ai pu avoir une dizaine de recettes que je trouve très bonnes, où je me régale autant qu'en mangeant de la viande et facile à faire, voilà,
qui m'ont permis de tourner. Et donc au bout d'un mois, je me suis dit, en fait si, je vais continuer, on va voir. Mais toujours en me disant, si vraiment je trouve que c'est horrible, Je reviendrai, voilà. toujours dans cette optique de si ça va pas, hop, je peux revenir, il n'y a rien qui m'empêche. Et puis j'ai continué 1 mois, 2 mois, 3 mois, et plus le temps passait, plus j'aurais trouvé ça vraiment dommage de gâcher cette dynamique. Ouais. Voilà. Mais à ce moment-là, j'étais pas végane, j'étais végé. Ça me posait un problème de continuer à manger des produits d'origine animale, mais je me disais, oh là là, mais le fromage, comment oui, j'ai raté bien le sûr, fromage. évidemment. Et puis, au bout de quelques mois, au bout de 6 mois, j'ai commencé à participer à pas mal d'actions de sensibilisation et à des manifs antispécistes. Et quand on a passé toute la journée à crier abolition du spécisme, on ne s'achète pas un camembert en rentrant le soir. Et c'est comme ça que j'ai réussi à arrêter aussi. Tes actions de sensibilisation, ça t'a poussé à être encore plus en accord avec toi, ta vie personnelle de l'autre côté. Oui. Okay. Et voilà, à la même période, j'ai commencé aussi à lire pas mal de choses. Ça a très vite pris une très grande place dans ma vie. Et c'est comme ça que au bout de après 7 mois de végétarisme, je suis devenue végane. C'est assez rapide. En soi, 7 mois, c'est pas énorme. Enfin, voilà, c'est le temps parce que c'est un tout nouveau mode alimentaire, c'est une nouvelle façon de manger. Et tu disais que tu aimais beaucoup manger de la viande avant et que un peu du jour au lendemain, ça a mis la petite graine. Donc c'est vraiment intéressant aussi de voir que du coup juste l'adoption, l'acquisition, on va dire entre guillemets, d'un animal de compagnie puisse vraiment faire changer ta mentalité, alors que rien ne t'y prédestinait, on va dire, avant. Vrai. C'est vrai, d'autant que beaucoup de gens vivent avec un chien ou avec un chat. C'est à ça que je voulais en venir. Ils ne deviennent pas végé ou vegan. Le switch ou la manière de penser par rapport à ça, parce qu'on a un animal de compagnie, ne se fait pas forcément à chaque fois. Et que toi, tu l'as eu vraiment, c'était vraiment un peu… C'est-à-dire que quand Joe est arrivé dans ma vie, je crois que je m'attendais, ça paraît ridicule aux yeux de dire ça, mais je ne m'attendais pas à rencontrer une personne. Je crois que je pensais encore que tous les chiens, en tout cas d'une même race, étaient à peu près les mêmes. Ouais. Et puis de vraiment la rencontrer, c'est ce déclic-là en fait. Alors je crois que de reconnaître que les animaux sont des individus ne suffit pas toujours à arrêter de les manger. On voit même dans le pire des cas des campagnes de pub, autour de toute cette idée de new carnivorism, le fait de suivre l'évolution d'un animal qui a une belle vie dans un bel élevage devient un gage de qualité de la viande. Que l'animal soit un individu devient un gage de qualité de la viande, ce qui me semble délirant. Mais pour moi, quand j'ai fait ce rapprochement animal, individu ou personne, c'était plus possible. Donc tu as vraiment eu ce rapprochement qui a été fait d'une manière peut-être inconsciente, parce que tu m'as dit que tu n'avais aucun antécédent avant, on va dire, de sensibilisation à ce milieu-là, peut-être. Non, j'étais pas anti-végane, mais j'étais même plutôt moqueuse. Donc tu étais moqueuse quand je voyais des pubs ou des choses sur le barbecue, je crois, je te dis, oh là là, genre… si, j'étais plutôt… voilà. C'est drôle comme quoi on peut changer vraiment du… et je crois que j'aurais pu être capable de dire à quelqu'un qui a perdu un animal de compagnie qu'il aime beaucoup, je pense pas, je l'aurais pas dit comme ça, mais un peu de tu pourras en adopter un autre, comme si c'était interchangeable en fait. En fait, c'est vraiment ça, c'est parce que tu dis donc ta rencontre avec Joe, c'est vraiment cet animal-là précisément. Ça se trouve, ça aurait été peut-être un autre animal, une autre espèce, ou un autre individu. Ça se trouve, ça serait passé complètement différent et que tu n'aurais peut-être pas eu je pensais au contraire, je crois que maintenant, après coup, n'importe quel animal que tu m'aurais collé. Peut-être qu'en fait, peut-être que c'est ça qui te manquait, vraiment d'avoir un contact avec un animal en fait. Vraiment proche et qui te fait sentir un peu que en fait c'est quelqu'un aussi. C'est vraiment ça. Quand j'étais petite, on avait eu brièvement un chat, un petit chien. Je crois que c'est pas moi qui m'en occupais. Et en fait là, le fait de m'occuper de cette chienne, d'essayer de faire mon maximum comme un enfant en fait, tout d'un coup c'était plus possible. Et à la même période, il y a eu aussi une chose. En allant acheter la nourriture pour ma chienne dans un magasin de jardinage et animalerie à Paris où j'habitais. Ils avaient fait venir une ferme pédagogique, alors par rapport auquel je suis assez critique, mais comme j'étais déjà dans une démarche où je m'interrogeais, c'était surtout des gens avec leurs enfants qui allaient caresser les animaux, et moi j'étais toute seule, mais j'ai demandé si je pouvais dire bonjour à une chèvre, et je me suis mise devant cette chèvre, elle est venue poser sa tête dans mes bras.
Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je mangeais pas de la chèvre tous les 4 matins, mais enfin, je mangeais de l'agneau. Enfin, là, c'était pas possible d'ignorer, de dire que c'était pas pareil, en fait. J'avais cette chèvre dans les bras. Et je me suis dit, non, enfin, ça a aussi vraiment été un moment du déclic. C'était à quel moment de ta. Juste pour j'étais pas encore végé, mais ça faisait plusieurs mois que je me disais. Tu avais déjà ta chaîne, du coup. Okay, donc et que vraiment... je me disais, oh là là, mais non, c'est plus possible, il faudrait que, mais enfin, j'y arriverais pas. Enfin bon. Tu avais cette envie-là, mais de tout l'autre côté, de toutes tes habitudes, etc., qui étaient déjà bien ancrées, et tu t'es dit, bon, j'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, et puis. Peut-être essayer de se voiler la face. Des fois, on se dit ah non, voilà. Et puis, ou je le ferai, mais plus tard. J'étais bien embêtée. Oui, voilà, c'était toi face à tes convictions peut-être qui sont mieux. Ok, donc c'est vachement intéressant. Et du coup, au bout de 7 mois, tu es passée totalement végétalienne. Oui. Ok. Comme ça aussi, tu m'as dit, parce que tu faisais des actions. Les manifs, c'est beaucoup le fait de commencer à militer qui a fait que pour me mettre en cohérence et puis aussi à mesure que je lisais, enfin ça je le savais déjà à la période où j'étais végé, que je savais pourquoi le lait était problématique et pourquoi les œufs l'étaient aussi, mais je pense que ça me paraissait quand même moins choquant que le fait de consommer la chair des animaux. Et surtout que je ne voyais pas comment faire sans le fromage. Et puis, à force de participer à ces actions militantes, de prendre la mesure de l'ampleur des conséquences de la production de lait et d'œufs, ça devenait indispensable pour moi aussi parce que vraiment ce qui m'a motivée à cette transition alimentaire vers l'alimentation végétale, c'est vraiment l'animalisme. Et donc, si c'est les animaux le but, le lait et les œufs, c'est tout aussi problématique en fait. Oui. Et est-ce que ça joue un rôle aussi que tu sois entouré de personnes qui l'étaient déjà quand tu étais dans les assos ou quand vous faisiez des actions, d'être vraiment entouré de personnes vraiment à fond, j'ai envie de dire, et qu'elles t'ont peut-être poussé aussi en tout cas, de ne pas être seule. C'est vrai que quand je suis devenue végétarienne, je devais connaître 1 ou 2 personnes végétariennes, mais assez peu. Enfin, j'étais pas du tout dans un milieu ni hostile au végétarisme, ni végétarien. Et c'est vrai que très vite, dès le premier jour, je pense, où je me suis dit, allez, là, pendant un mois, je ne mange plus de viande, j'ai eu besoin de ne pas être seule. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'était d'abord certains groupes Facebook. À l'époque, il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Végétariens et Végétaliens dans la tolérance. D'accord, qui s'appelle maintenant, je crois, vegan, végétalien, végétarien, animaux, humains, planète, je ne suis pas sûre. Il a changé de nom. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé de pouvoir avoir des conseils pratiques aussi quand typiquement la levure de bière pour remplacer le parmesan sur les pâtes au début ou ce genre de choses, et de discuter avec d'autres gens qui avaient fait cette même transition et de ne pas être seul en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis aussi après, effectivement, en participant à ces quelques actions et manifs avec des associations. Mais ça a été précieux pour passer de végé à vegan, effectivement. Et du coup, tu n'as pas eu trop de mal après tu me parles de la levure pour remplacer le parmesan. Vu que tu aimais beaucoup le fromage, quel autre, je pense que c'est quand même un peu compliqué aussi de... Mais au début, je n'ai pas cherché à remplacer parce que je me disais je vais forcément être déçue. Donc je suis plutôt partie sur vraiment des recettes qui cherchaient pas à ressembler à de la viande ou à du fromage, à part, j'aimais bien mettre de la levure à la place du parmesan, même si je voyais bien que c'était pas la même chose, mais au début, j'ai vraiment pas cherché, je suis pas allée du côté des simili, qui en plus était quand même beaucoup moins développé que tu m'as dit c'était il y a 7 ans. Oui, il y en avait déjà, il y avait des bons tofu, mais les simili, ils n'étaient pas fous. 2016 à peu près, c'est ça, 2016-2017. Et du coup, au début, non. Puis, après, j'ai commencé à découvrir certains simili qui étaient bons. Il a commencé à y avoir des fromages véganes super bons avec une fermentation. Et là, ça a été une découverte. Et puis, mon ami qui aime beaucoup cuisiner, après, a aussi commencé à faire ses propres simili. Et donc là, on a pu retrouver des recettes qui rappelaient des choses qu'on aimait à base de produits d'origine animale. Mais dans un premier temps, ça a été plus facile pour moi de partir sur vraiment autre chose. Complètement ignorer et pas chercher à remplacer. Parce que ça dépend vraiment des conseils qu'on dit. C'est vraiment essaye de ce que tu aimes déjà, de le faire de façon sans viande et sans œufs, sans fromage. Pour certaines personnes, ça peut être plutôt... Toi, c'est vraiment l'inverse. Mais moi, non. Je vais voir je complètement... Déçue. C'est ça, je vais être déçu, donc je fais complètement autre chose et je vois après, pour retourner dessus.
Oui. Ok. Donc Heureusement pour moi, j'ai toujours beaucoup aimé les pâtes et les pestos de légumes ou les pestos anti-gaspi à base de fan ou ce genre de choses. Ce qui fait que j'en ai mangé beaucoup à cette période-là. Et puis j'ai découvert aussi les tofu. Enfin, moi, je connaissais pas du tout. Je pensais que le tofu, comme tout le monde, que c'était un truc blanc et pas bon. Et pas et bon puis surtout. J'ai découvert qu'il y en avait de toutes sortes, que c'était hyper bon. Et donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Quel est ton plat préféré à base de tofu? Alors il y en a plein, donc c'est dur d'en choisir un. Seul. Alors il y a une chose, mais où le tofu est plus un ingrédient que le cœur c'est quelque chose que fait mon ami. Il fait une espèce de tarama vegan. J'adorais le tarama. Est-ce que je peux juste expliquer un petit peu ce que c'est? C'est une espèce de pâte à base d'œufs de poisson. D'accord, oui, ok. Qui est souvent rose, mais artificiellement. Mais j'adorais ça. Bon. Ouais. Et il le fait en mixant du tofu fumé avec du yaourt de soja, des algues, donc de la dulse, je crois, de l'algue wakame, peut-être de l'algue nori, je suis plus sûre, mais plusieurs algues. Ouais. Il mixe du jus de betterave pour la couleur rose, justement. Et des perles de tapioca pour faire comme des petits œufs dedans. Okay. Et je ne sais pas si j'oublie quelque chose, peut-être du citron, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est incroyablement bon, ça ressemble vraiment, c'est même meilleur en fait que les taramas. Tu savoures peut-être plus même que parce que voilà. Donc ça c'est un exemple, mais parmi 10 000, parce que c'est vrai que j'ai toujours adoré manger, ça a toujours été vraiment quelque chose d'important. Oui, c'est pas difficile, donc vraiment voilà tout ce qui est. C'est super important pour moi et du coup, mais ça allait rester. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, oh là là, mais ce sera hyper triste de devenir. Enfin, j'imaginais l'alimentation végétale comme hyper triste. Et en fait, mais alors pas du tout. Tu te régales plus maintenant, on va dire. En tout cas, pas moins, mais c'est resté super important. Tout le côté bon vivant, qui est resté super important et complètement réalisable de façon végétale. C'est cool. Et est-ce que du coup, tu as un gros obstacle pendant ta transition que tu as dû surmonter? Assez peu. J'ai aussi été assez chanceuse parce que je crois que ce qui est vraiment un gros obstacle pour beaucoup de gens, c'est la réaction de l'entourage. Et c'est ce qui empêche beaucoup de gens de devenir vegan ou de le rester, selon le milieu dans lequel on se trouve. C'est vrai que moi, pour ça, j'avais de la chance. Alors, déjà, j'ai pas de grande famille avec des grands repas de famille où il y a toujours le tonton. Il est partout celui-là. Vraiment, donc ça, j'avais pas ça. J'avais une famille toute petite et c'est souvent moi qui faisais à manger quand j'allais voir ma mère, mes frères, et donc on mangeait, comme ce que tu faisais, des membres de ma famille qui ont essayé aussi de me faire des trucs végé ou vegan quand je suis devenue végé ou vegan, donc de la chance de ce point de vue-là aussi. Tout à fait. Des amis, soit qui sont devenus aussi un peu végé ou vegan. Grâce à toi? Ou parce que c'était dans le même... Parce que c'était dans une période, un cheminement, je pense, un peu similaire. Soit des amis carnistes coupables, c'est-à-dire qui savent qu'il faudrait, mais qui ne le font pas pour différentes raisons, mais qui en tout cas étaient ouverts à ça. Donc voilà, j'ai pas eu trop des obstacles finalement. Une fois que j'ai commencé, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est très vite devenu tellement important que... Il peut y en avoir, mais il peut aussi pas y en avoir, et c'est très bien aussi de voir que des fois il n'y a pas forcément d'obstacles, parce qu'on dit toujours comment t'as fait, parce que vraiment ça paraît très très dur, mais en fait comme tu dis, des fois ça va très bien. Moi je dirais il y a eu le fromage, il y a eu un truc aussi où j'étais très attachée quand je voyageais, quand je partais en vacances, à manger des spécialités locales. C'est un truc que j'adorais, et donc souvent elles sont pas véganes, ça dépend où on va, mais elles sont pas... Et notamment je sais que j'adorais, en allant au bord de la mer, commencer par manger un énorme gâteau de fruits de mer. Alors ça peut faire débat parce que il semblerait qu'il y ait un certain nombre de crustacés, enfin des huîtres, je crois, qui ne seraient pas sentientes et que donc on peut manger en tant que vegan. C'est vrai que dans mon cas, alors si elles ne sont pas sentientes, ça ne me pose pas de problème que des gens en mangent, mais dans mon cas, en devenant vegan, je me suis dit bon, je ne vais pas recommencer à recréer un truc entre les animaux. C'est plus simple pour moi de plus manger ce qui vient du C'est vrai que c'est... tu me parles de quelque chose que je ne m'étais pas forcément posé la question, et je me dis que c'est quand même quelque chose de vivant, etc. Donc, à ce moment-là, les végétaux aussi, on a besoin d'en manger, contrairement aux animaux. Donc, c'est plus simple pour moi de renoncer, surtout que je ne sais pas exactement lesquels sont sentients, sont pas sentients. Je me suis dit ça va être compliqué de trier dans le plastique. C'est vrai que j'avais des personnes qui m'ont dit qu'elles aimaient beaucoup, comme tu dis, goûter des spécialités locales, et qui des fois... souvent il y a de la viande, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand tu voyages, notamment de
peut-être de t'incorporer ou de vraiment vivre comme les locaux, voilà, de ce truc-là. Et comment tu fais maintenant? Est-ce que tu voyages? Alors, j'ai plus beaucoup voyagé depuis parce que je suis devenue végé et puis végane quand ma chienne est arrivée dans ma vie. C'est une chienne de grande taille qui est assez compliquée à plus d'un titre, donc les voyages ont été beaucoup réduits. Ok, donc tu es resté. Donc j'ai moins bougé, en tout cas je suis pas allée spécialement dans des pays où il est difficile de trouver des options végé ou vegan, pas vegan maintenant parce que je mange uniquement végétalien. Mais effectivement la première fois que je suis allée à la mer et qu'il n'y a pas eu ce rituel avec mon ami de manger un plateau de fruits de mer, et que je mangeais des frites parce qu'il y avait un peu que ça à manger. Ouais, c'était triste. C'était un peu, voilà, mais très vite c'était tellement important pour moi que il y avait heureusement d'autres choses chouettes à faire au bord de la mer. Oui. Et voilà, où est-ce que tu étais quand tu as... Est-ce que tu étais à Paris? Tu m'as parlé de Paris. Est-ce que tu étais à Paris quand tu as eu cette, la phase de transition de végétarienne à végétarienne? Oui, je suis à Paris. Ouais. Ok. Non, parce que je me dis aussi peut-être que le milieu, peut-être qu'à Paris c'était peut-être plus d'options, c'était peut-être plus développé que quelqu'un qui vit par exemple à la campagne ou quoi. Je pense, oui. Il y avait beaucoup moins de restos véganes que maintenant, mais il y en avait déjà à Paris. Il y avait, c'était beaucoup plus facile, je pense, que la campagne. Ensuite, j'ai déménagé vraiment à la campagne. Mais comme j'aime cuisiner, tu l'étais déjà, donc c'était peut-être moins compliqué. Je vais pas au resto du coup parce que c'est vraiment là où j'habite actuellement en Bretagne, il y a pas. Une petite galette, non? Alors aussi, oui, mais en fait même dans les restaurants, la galette, on peut avoir tomate champignon si on a, mais je suis pas sûre jusqu'où il n'y a pas du beurre quand même pour la. Ah oui, pour faire la. Bretagne, je pense pas que ce soit c'est sans beurre. Oui, pour faire la galette. Oui, c'est vrai. Puis même peut-être dedans des œufs, ça dépend des recettes. La galette normalement. Je sais pas trop. Il n'y a pas d'œufs dans les. Alors dans les crêpes, oui, même si on peut très facilement les faire sans, tout à fait, bien sûr. Mais les crêpes bretonnes, oui, il y a des œufs. La galette, non. Ouais, donc même là, bon, voilà, un petit peu compliqué donc de manger au restaurant. Ah non, j'y vais pas. Ou alors je pourrais y aller manger des frites, mais j'aime mieux me faire un bon truc à la maison. C'est vrai. Donc oui, donc l'environnement dans lequel tu étais a été vraiment propice aussi peut-être à ton évolution. Je pense que ça a aidé en tout cas vraiment. C'est peut-être ça aussi qui t'a aidé à pas avoir d'obstacles entre guillemets, que tu sois bien entouré, et qu'il y ait cette facilité un peu de restaurant, d'options et tout, même si c'était peut-être beaucoup moins développé que maintenant. Oh oui, je pense que c'est quand même beaucoup plus facile, à Paris que en race campagne. Ouais. Okay. Et c'est vrai que c'est un point important que tu soulèves tout à l'heure quand tu disais que l'entourage était vraiment très important. C'est vrai que j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent j'aimerais beaucoup, mais je suis pas tout seul à la maison ou je suis allé chez mes parents, donc eux ils mangent comme ça, donc j'aimerais bien, mais c'est compliqué, c'est pas moi qui gère en fait ce truc-là, donc c'est vrai que c'est d'avoir la possibilité ou la chance, comme toi tu m'as dit, d'avoir de la famille qui est très ouverte, ou d'être indépendant aussi peut-être, pour pouvoir manger ce qu'on veut. C'est vraiment super important aussi, comme être bien entouré. Ça, je pense que oui, dans mon cas, ça a beaucoup facilité les choses. Mon ami aussi qui, lui, mangeait en fait peu de viande. D'ailleurs, même moi, j'en mangeais peu au quotidien. Par contre, quand je voulais manger quelque chose de bon, et ça arrivait quand même assez régulièrement, c'était généralement à base de viande. Donc quand j'ai arrêté de manger de la viande, lui, ça lui a pas posé de problème de pas en manger à la maison. Il en mangeait déjà vraiment pas souvent. Puis assez rapidement, il en a mangé plus que quelques fois par an quand il allait chez ses parents. Il t'a accompagné, ça a suivi un petit peu. Oui. Parce que toi tu l'es devenu, ou est-ce que c'était quelque chose peut-être à deux ou Alors au départ non, c'était vraiment moi. Ouais, ok. Et puis lui, assez rapidement, il est devenu aussi. Il mangeait de la viande que chez ses parents. Il mangeait encore des produits laitiers. Et d'ailleurs, lui est végé, c'est-à-dire qu'il peut lui arriver, mais c'est très rare de manger quelque chose qui contient un produit laitier ou de l'œuf. Ouais. Mais ça doit être, je sais pas, moins de 10 fois par an, je sais pas, et le reste du temps, il mange vegan. Donc ça n'a pas posé de problème non plus avec lui, et ça aide énormément, bien sûr. Ouais. Tu me parlais du coup tout à l'heure que tu avais lu des livres. Oui. Est-ce que tu en as par exemple un à nous citer, un ou deux Alors oui, en fait, moi j'ai vraiment eu d'abord une approche très émotionnelle et puis intellectuelle dans un deuxième temps. Alors ce qui peut surprendre parce que mon métier c'était la sociologie. Je suis sociologue de métier et beaucoup de fois dans ma vie,
ça a plutôt été l'inverse. J'ai commencé par lire des choses, puis par avoir éventuellement un déclic pour entamer une transformation dans ma vie. Là, non, vraiment, ça a été les animaux, la sensibilité à leur sort, à découvrir qui ils sont d'ailleurs, parce que au tout début, comme je te disais, j'ai jamais regardé des vidéos qui montrent des choses horribles subies par les animaux, mais c'est vraiment, je savais qu'elles existaient, et ça c'était important. Et j'avais quand même dû voir des images au moins de la vidéo arrêtée, mais des petites images qui font quand même des électrochocs. Et j'ai commencé par contre à beaucoup me renseigner sur la vie des animaux, à lire des choses sur internet sur la vie des animaux, sur l'éthologie. Donc ça c'était... Mais c'était même l'éthologie, je le faisais pas avec une approche intellectuelle, c'était avec une approche parce que j'aimais les histoires, découvrir qui étaient les animaux. Et dans un deuxième temps, alors au même moment, aussi dans cette approche assez émotionnelle, j'ai lu un livre qui m'a été offert par une amie, un livre que j'aurais, je pense, pas pensé à acheter moi-même. Et puis c'était quand je commençais à caresser l'idée de devenir végétarienne, mais de loin. C'était le plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard, et je l'avais lu, et là ça m'avait quand même beaucoup bouleversée. De quoi ça parle en quelques lignes vraiment là, c'est vraiment quand même une approche très sensible qui met en avant la sensibilité des animaux et le caractère non éthique du fait de les priver de leur vie pour des raisons en plus inutiles, vu qu'on n'a pas besoin de les manger. Et assez vite après, donc, j'ai commencé aussi à orienter mes travaux de recherche sur la question des relations entre humains et animaux hors contexte d'exploitation. Assez vite aussi, il y a eu la traduction française de Zoopolis sous Donaldson et Will Kymlicka, les deux philosophes, qui est un livre qui m'a bouleversée aussi, qui a aussi beaucoup nourri ma réflexion. Il y en aurait beaucoup d'autres à citer, évidemment, Peter Singer, La Libération animale et tous ceux qui ont suivi après. Mais après cette phase d'abord de connexion aux animaux, ma chienne, la sensibilité, j'ai eu besoin de nourrir ça par beaucoup effectivement de lecture. Est-ce que du coup, à part les livres, tu as eu d'autres ressources ou d'autres choses qui t'ont aidé peut-être Alors à l'époque, il y avait quelques groupes Facebook, mais il y avait pas. J'ai jamais regardé Earthlings ou les fameux documentaires. Je voulais en venir à ça parce que c'est vrai que moi j'ai regardé ces documentaires-là et c'est ceux-là qui m'ont fait vraiment prendre conscience parce que c'était vraiment un peu. Moi, Earthlings, je l'ai regardé quand j'étais déjà végane depuis 2 semaines, je pense, donc ça fait pas longtemps. Mais au bout de 10 minutes, je me suis dit que si je regardais plus longtemps, j'avais vraiment peur je suis très sensible en fait, à ça. Et je me suis dit, bon, je suis déjà végane. Ça sert à rien de s'infliger ça. Oui, donc tu n'avais pas eu besoin avant, même avant ou dans ton processus de voir ce genre de documentaire. Pour certaines personnes, et c'est génial, parce que je pense que ce documentaire, ces images d'abattoirs et d'élevage ont aidé énormément de gens, aident énormément de gens à devenir végés. Je pense que si les abattoirs avaient des vies tout montrées, ils seraient végétariens, véganes. Mais le fait de le voir ou de mettre en lien avec d'autres choses aussi, de voir que d'accord il y a ça, mais il y a aussi c'est connecté à ça, à ça, à ça, de voir tout ce qu'il y a derrière vraiment, ça aide beaucoup. Je sais que moi ça m'a beaucoup aidé aussi, et donc c'est vraiment intéressant. Mais toi t'as pas eu du tout besoin de ce genre d'image, on va dire. Mais en même temps, je pense que j'en ai vu quand même avant de très vite les couper parce que je savais que je pourrais pas. Ça a quand même dû participer à cette prise de conscience, mais par contre non, j'ai pas pu en regarder. J'ai des amis comme ça qui sont devenus, qui ont travaillé à devenir végé ou vegan en regardant des vidéos, et ça a très bien fonctionné. Mais pour ça je suis très sensible. Après ça dépend de la sensibilité de chacun aussi, si on veut voir ou pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes travaux, de tes recherches, parce que tu m'as dit que tu as un peu parce que moi je travaillais avant ça donc surtout en sociologie de la santé, sociologie du genre, donc des sujets assez différents. Et puis c'est vrai que très vite cette transition vers le véganisme a pris une très grande place dans ma vie, a changé ensuite tout le reste de ma vie. Et donc j'ai eu besoin aussi d'orienter mes travaux sur ces questions. J'avais très envie de travailler sur des questions en lien avec les animaux dits d'élevage, parce que je me sens toujours extrêmement concernée à l'égard de ces animaux-là qui sont quand même vraiment les grandes victimes du spécisme. Et
Par contre, je savais là aussi que je serais incapable en fait de conduire des enquêtes ou des recherches sur le terrain, sur des lieux d'élevage. Je pense D'accord. que c'est très important qu'il y en ait, Oui. mais je savais que si je me retrouvais dans un endroit avec des animaux destinés à terminer à l'abattoir, enfin, ça se passerait pas du tout bien ni pour moi ni même pour cette recherche que j'arriverais Oui, pas à mener à bien. mener à bout, ouais. Donc, j'ai eu cette idée d'essayer de développer un projet de recherche sur les relations entre humains et animaux dits de ferme, hors contexte d'exploitation. Ah, c'est ça la petite nuance. C'est Voilà. vraiment... oh, ok. Entre deux, j'étais venue en 2019 visiter le refuge Groing-Groing lors des portes ouvertes. Et donc, j'avais très très envie d'y réaliser une recherche. J'ai pu obtenir un financement de recherche alors en Belgique, pas en France, Ok. pour réaliser cette recherche. Et je suis donc venue passer 3 mois ici, au refuge D'accord, Groing-Groing. donc oui, donc tu as fait c'était ta base pour tes C'était recherches. mon terrain ton de terrain de recherche. J'ai aussi recherche. passé 3 mois dans un autre refuge en Belgique qui s'appelle le D'accord. Rêve d'Abi, qui est Ok. un super refuge aussi. Et puis quand je suis arrivée là, j'ai plus tellement eu envie d'en partir. Ouais. Alors j'ai quand même continué Oui. ce contrat de recherche. Entre deux, je revenais régulièrement ici comme bénévole, D'accord. environ un week-end par mois. Mhm. Et puis là, depuis quelques mois, j'ai la chance de j'ai changé de vie professionnelle pour travailler vraiment ici au refuge en tant que chargée de sensibilisation. Ok, on va revenir juste un petit peu après, mais Ouais. est-ce que tu peux juste revenir du coup sur ton travail de recherche que tu as fait ici? Oui. Ouais. Oui. Alors du coup, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée en premier lieu, c'est vraiment d'observer ce travail la manière dont les refuges et les sanctuaires travaillent le statut des animaux. Quand les animaux arrivent ici, ils ont le statut qu'ils ont malheureusement partout ailleurs de biens de consommation, Oui. de marchandises. Oui. Et comment, par tout un processus qui, déjà le fait d'attribuer un nom, le fait de reconstituer un peu les étapes du parcours biographique de ces animaux, le fait d'identifier ses caractéristiques personnelles, individuelles, par tout ce processus, les refuges reconnaissent les animaux comme des individus, comme des personnes, c'est-à-dire à la fois comme des individus distincts et comme des sujets, et notamment des sujets de droits, auxquels on reconnaît moralement un certain nombre de droits. Le droit à la santé, le droit de participer autant que possible aux définitions de ses conditions de vie, à la définition de ses conditions de vie. Et donc je me suis intéressée à ce processus de reconnaissance en tant que personne que les refuges réalisent. J'ai certains travaux qui seront publiés prochainement. Ah, donc tu es toujours... Alors j'ai pas encore tout à fait terminé, d'accord, ok. Donc oui, j'aimerais quand même arriver à publier un petit peu cette recherche. Alors je me suis intéressée aussi à d'autres choses, mais enfin c'était principalement autour de cette question du statut, et même au-delà du statut finalement, de l'expérience des animaux. Comment ces animaux qui n'avaient jamais été encouragés à s'exprimer, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, ceux qui sont rescapés des élevages et des abattoirs, comment est-ce que aussi à travers la socialisation et la socialisation interspécifique avec les soigneurs, soigneuses, les bénévoles ici au refuge, comment ces animaux sont encouragés progressivement à devenir des personnes, c'est-à-dire ils sont reconnus comme des personnes, mais ils sont encouragés à s'exprimer. À être vraiment qui ils sont, et à être avec leur propre personnalité, etc. C'est vraiment une chose qui me touche aussi beaucoup ici au refuge, c'est qu'on voit que les animaux ne sont pas obligés d'être mignons. Alors beaucoup le sont, et j'en suis très contente. Oui, bien sûr. Mais vous en avez, je pense, rencontré un ou deux là aussi ce matin qui sont mignons d'aspect, mais enfin le caractère n'est pas forcément mignon. Effectivement, et c'est ok, c'est-à-dire que ça a été vraiment peut-être un peu frappant de voir que ils ont tous un peu leurs différents caractères, il y en a qui sont plus timides, d'autres vraiment rentrent dedans, et que c'est vraiment intéressant aussi de les voir évoluer dans une vie sociale. C'est vraiment ça qu'on ne voit pas du coup si c'est des qu'on ne voit pas, et puis qu'ils n'ont pas l'occasion de développer dans les élevages en particulier intensifs. Et ça, c'est vrai que les animaux ici, reconnaître des animaux comme des personnes, c'est leur reconnaître la possibilité d'être qui ils peuvent et qui ils veulent être, comme pour nous. Et donc là-dedans, il y a des gens bien, des gens c'est ça, comme dans la société. Et c'est ok. Alors bien sûr, les soigneurs et soigneuses essayent
toujours d'identifier si le comportement désagréable d'un animal n'est pas lié à une souffrance Oui. ou à une douleur. Et de chercher peut-être à résoudre Bien sûr. cette souffrance. Mais une fois que tout a été vérifié, c'est si juste en fait son caractère à lui qui l'animal peut-être présente un comportement invariablement désagréable, et ben c'est d'accord, et l'équipe va essayer d'organiser ses conditions de vie à la fois pour que cet animal ne soit pas isolé et qu'il ne gêne pas les autres. Ouais. C'est vrai qu'on a vu certains, tu as parlé ce matin de certains animaux qui étaient peut-être un peu mis à l'écart des fois parce qu'en fonction de leur comportement. Et... Alors oui, les jours de visite en tout cas, il y a certains animaux qui déjà n'aiment pas trop les visites et c'est important de le respecter. Quelqu'un comme Bounty, le dindon, je suppose, je pense pas me tromper en disant que ça doit être assez anxiogène pour lui de voir arriver sur son territoire de nombreux humains et de nombreuses humaines inconnues. Oui. Les dindons souvent et Bounty en particulier est très territorial et protecteur de son espace de vie, et donc bon, c'est pas forcément quelque chose qui est plaisant pour lui. C'est aussi pour ça qu'on fait pas des visites extrêmement fréquentes au refuge. C'est pas un zoo, les animaux sont vraiment chez eux. Et donc des animaux comme Bounty et quelques autres, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour respecter leurs besoins de calme, c'est mieux de les mettre dans un espace un peu à part les quelques jours de visite qu'on a dans l'année. C'est vrai que oui, ce matin en visitant le refuge, on a vu certains animaux qui venaient vers nous naturellement, qui couraient dès qu'on arrivait dans l'enclos et qui étaient contents de nous voir, et d'autres au contraire qui étaient derrière en mode bon, qui est-ce, je le connais pas, j'ai pas trop envie d'aller le voir. Et c'est vraiment intéressant de voir ça, de voir que comme les humains en fait, ils ont leur propre envie, peut-être pas maintenant, j'ai pas envie ou quoi, et de respecter aussi ça. Par exemple, quand c'est l'heure de manger, on la laisse tranquille. De respecter aussi comme leur cycle ou leur rythme, d'aller peut-être vers eux que quand ils en ont envie, ou que quand eux ils viennent vers nous, et de pas les gêner, vraiment de respecter leur vie en fait comme si mais c'est ça, c'est d'ailleurs une question qui se pose aussi avec les animaux de compagnie, où on peut parfois perdre de vue que ce sont des individus et que non, le chat n'a pas toujours envie d'être gratouillé, le chien non plus. C'est vrai que ici, les animaux sont chez eux, et comme pour nous, parfois on a envie d'être gratouillé, et parfois non. Et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas le dire avec des mots, mais ils l'expriment soit en s'éloignant, soit en détournant la tête, soit si on insiste, en se fâchant, en grognant ou en chiquant, et ce sont leur façon de dire que non, là c'est pas le moment, tu me déranges. Et c'est intéressant, du coup tu parlais juste à l'instant des zoos. Quelle est la différence, du coup, tu as déjà un petit peu parlé entre ici au refuge ou dans les sanctuaires en général et les zoos? Alors clairement, on n'a pas une approche commerciale. L'idée n'est pas de montrer de beaux animaux pour en retirer de l'argent, et certainement pas des animaux sauvages retirés à leur milieu. Donc là vraiment, les missions du refuge sont des missions, d'une part une mission de sauvetage et d'accueil d'animaux dits de ferme. Donc une centaine d'animaux qui vivent au refuge et qui appartiennent aux différentes espèces dites de ferme, donc des cochons. La moitié des animaux sont des cochons ici au refuge, et les autres sont des vaches, des poules, des chèvres, des moutons, un dindon, des équidés, chevaux, ânes et poneys. J'espère que vaches. Je sais pas si je vous ai dit ou pas. Peut-être, mais voilà. Donc oui, des vaches. Et donc voilà, des animaux qui sont rescapés des élevages et des abattoirs. Est-ce que tu as une histoire, par exemple, à nous raconter d'un ou une rescapée Alors, il y aurait plein d'histoires à raconter. Il y a... Alors, je commence par une histoire un peu triste, et puis qui a commencé tristement, mais qui a bien fini, et puis une histoire plus exceptionnelle et joyeuse. Alors la première, c'est celle de Marguerite. Marguerite, que tu vas rencontrer tout à l'heure si tu veux, une vache de race Primolstein, donc les vaches les plus utilisées pour la production de lait, qui est née dans un élevage laitier où très rapidement, toute petite, elle s'est cassée une patte. L'éleveur n'avait pas l'intention de la faire soigner puisque le coût des soins vétérinaires aurait été plus élevé que ce qu'il allait en retirer en fait. Et elle allait donc être envoyée à l'abattoir. Et une dame qui habitait à proximité de ce refuge a pu la recueillir.
D'accord. Et lui a donné une très belle vie pendant plusieurs années. Elle prenait grand soin de Marguerite. Je crois qu'elle la promenait parfois même dans le village. Et puis, pour différentes raisons, cette dame, un jour, n'a plus pu s'occuper de Marguerite. Et c'est comme ça que Marguerite est arrivée au refuge il y a quelques années. Ok. Mais c'est une histoire qui était triste au début, puisque voilà, Marguerite, comme beaucoup d'autres petites Marguerites, aurait pu très très mal finir s'il n'y avait pas eu l'intervention de cette dame. Et puis si Marguerite avait été un petit veau mâle, ça aurait aussi, c'est surtout les veaux mâles qui, dans l'élevage, la production de lait, sont vraiment considérés comme des déchets de la production de lait, puisqu'il faut que les vaches aient un petit parent pour produire du lait. Si c'est un mâle, oui, parce que voilà, les vaches ne produisent pas du lait naturellement tout au long de l'année. Non, tous les mammifères. Voilà, il faut des petits, voilà, des bébés pour pouvoir avoir du lait. Donc c'est ça qu'on a peut-être. Voilà, que l'industrie peut-être arrive à nous dissocier ce truc-là. Très efficacement. En fait, la vache, non, elle produit du lait tout le temps en continu, alors qu'en fait, non. C'est une question qu'on nous pose parfois, mais je crois que moi-même, j'ai mis longtemps à faire la connexion entre mais oui, tiens, pour qu'elle ait du lait, il faut bien qu'elle ait. Les gens se posent la question, mais la traite peut-être, non? Oui, c'est ça ou en se disant, mais quel est le problème du lait en fait réalise pas qu'il faut des veaux pour avoir du lait. Et donc voilà, et donc Marguerite a eu et a toujours une très belle vie. C'est une vache qui aime beaucoup les câlins. C'est une belle histoire au final. Ouais. Et il y a l'histoire d'Eston. Alors Eston, c'est la star ici au refuge, un magnifique cochon middle white, beau et gentil comme tout, qui est tellement gentil d'ailleurs qu'il a rendu vegan son éleveur. Ça, c'est quand même la belle histoire. Son éleveur s'est tellement attaché à lui qu'il a décidé d'arrêter l'élevage, de devenir vegan. Il nous a confié Eston, qui effectivement est tellement attachant que je comprends qu'il puisse produire. Donc il était éleveur de cochons. Il était éleveur de cochons et éleveur bio, ce qui est très rare déjà. De cochons bio, ok. Oui. J'ai pas de... 95% des cochons sont élevés en élevage intensif, non bio. 5% donc pas forcément en élevage intensif. Et sur ces 5%, je ne sais pas quel est le pourcentage d'élevage bio, mais ça doit être très très peu. Okay. Donc c'était déjà pas n'importe quel éleveur d'élevage et voilà. Il était peut-être déjà un petit peu sensibilisé peut-être déjà une volonté de mieux faire. Oui. Oui. Ouais, donc c'est une belle histoire du coup après il a arrêté. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait, s'il a arrêté l'élevage? Alors moi personnellement pas exactement parce que je n'étais pas encore là. Il a arrêté l'élevage, oui, ça c'est sûr. Il a un travail très très différent. Oui, c'est ce qu'on. Donc il est devenu vegan aussi, ça c'est vraiment aussi parce que voilà, un producteur, un agriculteur et qui devient vegan, c'est vrai que c'est pas commun. Oui. Mais c'est aussi une question qui est beaucoup posée, c'est en fait qu'est-ce qu'ils vont faire les agriculteurs, si on arrête de consommer des animaux, voilà. Les reconversions sont alors, de grosses dans son questions. cas, je crois que c'est quelqu'un qui avait aussi une autre formation par ailleurs, donc qui a pu Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été fait il y a peu de temps en Suisse. D'abord en Suisse alémanique par un refuge qui s'appelle le refuge Hofnar, et ensuite en Suisse romande par l'association et refuge Coexister. D'accord. Qui ont aidé, je crois, en tout, alors il y en a peut-être plus depuis, mais 90 éleveurs à se reconvertir. Et je crois qu'une bonne partie sont non seulement reconvertis, mais sont devenus véganes. Il faudrait vérifier plus précisément, mais de ce que j'en ai retenu. Et 90 éleveurs à l'échelle de la Suisse, c'est vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment un travail remarquable qui a été réalisé. Ils ont accompagné ça parce qu'ils avaient une volonté déjà, eux, peut-être les agriculteurs, de changer ou de faire différemment Pour certains d'entre eux, en tout cas, il y avait une grande souffrance dans le fait d'envoyer leurs animaux à l'abattoir. Enfin, quand on voit, je crois qu'il y a actuellement en France, il y a un taux de suicide qui est énorme chez les éleveurs bovins et éleveurs laitiers en particulier, parce que c'est extrêmement difficile d'en vivre. La réalité économique est extrêmement dure. Et pour certains d'entre eux, une difficulté morale à envoyer leurs animaux à l'abattoir. Et donc ces éleveurs-là, effectivement, c'est là que c'est très important qu'ils puissent être accompagnés, parce qu'effectivement, ça peut être, j'imagine qu'on doit pouvoir se sentir extrêmement démunis quand
on est éleveur de père en fils ou de mère en fille depuis très longtemps et qu'on aimerait faire autre chose mais qu'on a vraiment du mal à voir quoi, et qu'on peut avoir aussi des dettes liées à l'exploitation. Enfin, ce sont quand même des métiers très très durs. Oui. Donc là, d'avoir pu être accompagné vers d'autres formations ou vers d'autres types d'agriculture, vers des activités de culture plutôt. Oui, de céréales. Oui, absolument. C'est quelque chose qui est précieux et je suis très admirative de ce qui a été fait par ces associations. Ok. Et je pense que beaucoup de personnes aiment les animaux. Et il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question, est-ce qu'on peut manger de la viande et aimer les animaux? Toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? Je sais que c'est un point de vue un peu c'est difficile de statuer sur, ou de prétendre, statuer sur les sentiments des gens. Si des gens disent j'aime les animaux, oui, on ne peut pas remettre ça forcément. Je peux difficilement lui dire non, tu les aimes pas. De mon point de vue, ça me semble antinomique. Ou alors je dirais qu'on n'a pas vraiment la même définition de l'amour, c'est-à-dire que priver quelqu'un qu'on aime de sa vie pour le manger alors qu'on n'en a pas besoin, c'est quelque chose d'assez compliqué à justifier pour moi. Et j'aurais envie de dire aussi peut-être à ces personnes, c'est qu'on peut les aimer beaucoup plus et beaucoup plus librement quand on les mange plus. Ça, mes relations avec les animaux sont devenues encore beaucoup plus proches. Enfin, je crois qu'avant, je me gardais bien de regarder une vache dans les yeux quand même. Parce que tu le savais inconsciemment, mais je me doutais bien que c'était. Tu savais que des fois tu les mangeais et que du coup qu'il y avait quelque chose d'un tout petit peu problématique. Pas sincère peut-être de la regarder dans les yeux. Et donc on peut aimer encore plus et mieux les animaux. C'est vrai que j'avais répondu un peu je me dis c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais qu'il y a peut-être aussi ce problème de on peut les aimer, mais que c'est peut-être aussi compliqué pour certaines personnes, des situations différentes, de savoir comment faire pour arrêter. Et que du coup, en fait, c'est plus facile de rester dans le truc par défaut, dans l'alimentation classique. Et que même si on les aime, on manque peut-être d'informations, d'éducation, de sensibilisation, plein de choses qu'on n'a pas forcément accès. Toutes les personnes n'ont pas forcément accès à toutes ces informations-là. Et que c'est peut-être aussi plus compliqué que juste le vouloir ou quoi. Oui. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'une idée, ça peut être déjà de vouloir recevoir de l'information ou être sensibilisé. Et quand même, aujourd'hui, les moyens de s'informer et d'être sensibilisé se sont énormément développés. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Et c'est ce qu'on essaye de faire au refuge. Alors, à notre échelle, on a des actions qui sont de sensibilisation qu'on essaye vraiment de développer autour de la rencontre, en permettant la rencontre avec les animaux. Donc on a plusieurs actions comme ça. On a nos visites à Pig Days où les gens peuvent venir rencontrer les animaux du refuge, et souvent pour la première fois. C'est souvent la première rencontre avec des animaux dits de ferme, en particulier les cochons qu'on ne voit jamais vu qu'ils sont en immense majorité élevés dans des bâtiments dont ils ne sortent que le jour où ils sont envoyés à l'abattoir. Donc de permettre vraiment cette rencontre et de réaliser que ce sont des individus avec tous des parcours de vie différents, qu'ils sont aussi le produit d'une histoire de vie, comme les humains, qu'ils ont des particularités, des caractéristiques, des personnalités, des relations qui leur tiennent à cœur. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire pour encourager les gens à avoir éventuellement ce déclic-là. Puis on a aussi des visites en live sur les réseaux sociaux, on organise aussi des visites scolaires, les Happy School, en visio, en partenariat avec L214, donc pour les classes qui le souhaitent. Donc en visio, j'avais pas. Oui, c'est pour des classes qui seraient loin, qui ne pourraient pas forcément se déplacer. Donc on se promène avec la caméra sur le refuge, on présente les animaux, certains d'entre eux. C'est cool, pour permettre aux enfants de les rencontrer au moins à distance. Et donc c'est vraiment la deuxième grande mission du refuge, c'est la sensibilisation. Et la première, du coup, c'est vraiment de sauvetage et accueil des animaux. Donc du coup, tu m'as dit que maintenant l'accès à l'information était vraiment très facile, mais je sais que aussi certaines personnes, qu'il faut que l'information vienne à eux, en fait, et que c'est beaucoup plus compliqué quand on n'est pas sensibilisé que dans les médias traditionnels, etc. C'est vraiment l'information qui vient en personne, et que malheureusement tout le côté alimentation végétale, etc. n'est pas forcément mis en avant, ou peut-être pas de la bonne façon, et du coup il y a beaucoup de personnes qui vont pas faire cet effort-là d'aller se renseigner, malheureusement, et qui attendent qu'on leur donne l'information. Alors,
je pense que, effectivement, bien sûr, hein, quand je dis qu'il y a beaucoup d'informations disponibles, Oui. bah, ça dépend quand même beaucoup dans quel milieu on vit. Il faut aussi avoir envie de cette démarche-là, d'aller chercher l'information. C'est sûr que c'est pas aussi facile pour toutes les catégories et pour tout le monde. Mais c'est vrai que je pense que ce qui est sans doute le plus efficace dans ce domaine, c'est d'avoir une très grande diversité d'actions. C'est important qu'il y ait des associations qui aient plutôt ce discours, cette communication bienveillante qu'on essaye d'avoir, et des associations peut-être qui vont manier plus le bâton que la carotte, pour utiliser une expression spécifique. Qu'il y ait des associations qui peuvent toucher d'autres publics. L214 fait vraiment un travail magnifique qui permet aussi de toucher différents publics. C'est vrai qu'il y a peut-être différents niveaux, différents grades. Oui. Il y a vraiment le côté, on dénonce les choses qui sont faites parce que si on ne le dénonce pas, en fait, personne ne s'en rendra compte ou on ne le sait pas forcément. On montre des images, donc L214 sont vraiment géniaux pour ça. Ils arrivent à faire ça vraiment très très bien, même à faire des enquêtes, des pétitions pour faire changer les choses. Voilà, ils ont vraiment un impact puissant maintenant parce que toute la communauté, ils sont quand même un peu écoutés. Et après, il y a la manière douce, donc comme vous, par exemple, au refuge, qui sensibilise peut-être d'une autre manière. Chacun peut-être a besoin de son moment de ok, moi je suis plus comme ça, il me faut cette image là, ou moi je suis plus dans la sensibilisation, plus comme toi tu as vraiment besoin de ce côté sensible et pas forcément des images, mais pour d'autres personnes ça peut être différent. Mais alors L214 ils ont beaucoup aussi le côté doux, c'est-à-dire qu'ils font pas que les images, en fait ils ont plein d'autres activités qu'on connaît peut-être des fois un peu moins parce qu'on pense ensuite aux enquêtes, mais il y a par exemple L214 Éducation qui est donc un site mais qui développe aussi plein d'outils pédagogiques, donc il y a aussi cette communication très très bienveillante. Non, je pensais plus éventuellement à d'autres associations qui ont un discours plus ferme. Mais c'est très bien, ça va parler à d'autres personnes et ça va sensibiliser d'autres gens d'une autre façon. C'est vrai que L214 a plusieurs branches aussi. Je sais qu'ils ont peut-être la partie food, vraiment centrée food. Tout ce qui est végo resto, qui recense les restaurants. Exactement, la partie éducation comme tu disais, mais je crois il y en a, j'ai pas forcément en tête, plusieurs autres branches qui permettent peut-être chacun vient piocher exactement là où il veut et que c'est vraiment une grosse entité qui permet d'avoir plusieurs trucs, mais que il y a différents niveaux, je pense, de sensibilisation et qu'on n'est pas tous sensibles justement aux mêmes choses. C'est ça. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'une approche beaucoup plus intellectuelle avec beaucoup d'informations factuelles, d'autres ça va être beaucoup plus la rencontre avec les animaux, une approche plus dans l'émotion. Et donc si on diversifie les associations, les actions, les types de médias, c'est super que des podcasts se développent, il y en existe quelques-uns maintenant sur ces sujets. C'est comme ça qu'on arrivera à toucher le plus de monde possible, d'être un petit peu partout. C'est vrai que le refuge est beaucoup présent sur Instagram. Je sais pas trop, est-ce que tu le sais, peut-être votre plus grosse communauté, est-ce que c'est ici? Faudrait demander à ma collègue Jade qui s'occupe, qui est la chargée de communication digitale du refuge et qui s'occupe du site internet et des réseaux sociaux notamment. Je crois que oui, Insta maintenant, on a, sauf erreur, on est plus suivi sur Insta que sur Facebook. D'accord, oui, c'est vrai que Facebook, je suis un petit peu moins présent, mais c'est vrai peut-être aussi vous avez votre base aussi sur Facebook. Mais oui, les réseaux sociaux vous aident quand même pas mal de ce côté-là. Oui, bien sûr, c'est énorme pour faire connaître le refuge, pour toucher des gens, pour sensibiliser aussi, parce que parmi les gens qui nous suivent, il n'y a pas que des végétariens, des véganes. Il y a des gens qui aiment les animaux, qui se disent waouh. Il y a des gens qui vont venir pour les jolies images d'animaux, les jolies histoires d'animaux qu'on partage, tout à fait. et qui, s'ils et elles le souhaitent, pourront recevoir aussi un message de sensibilisation, notamment vers l'adoption d'une alimentation végétale. Oui. Et c'est vrai que c'est important, on en parlait tout à l'heure, d'avoir une belle image à transmettre, des belles photos, des beaux visuels pour donner envie aux gens de s'intéresser à ce sujet-là, de les sensibiliser aussi peut-être de la manière douce. Parce que j'ai bien vu plein de fois sur Instagram des petites vidéos, des cochons qui courent, et puis on est tous gaga de ça, et puis rien que ça devient viral peut-être ce genre de vidéos parce que on aime trop les cochons comme les chatons, les vidéos de chatons, c'est pareil, mais là plus des animaux destinés à l'élevage et de les voir épanouis dans un bel environnement, etc. Ça donne envie de c'est cool en fait, les animaux ils sont heureux, etc. Donc
peut-être la curiosité aussi qui amène les gens et je pense que c'est important pour vous aussi de vous faire connaître de cette manière-là, de montrer que voilà, c'est l'approche qu'on développe effectivement ici au refuge, hein, de voir des cochons qui courent dans l'herbe, qui broutent. Souvent, on ne sait pas que les cochons broutent vu que ils ont de fait rarement l'occasion de brouter quand ils sont enfermés dans des bâtiments. Donc ça permet voilà, de découvrir ces animaux et en miroir, si on le souhaite, de réfléchir aux conditions de vie qui sont imposées aux animaux de ces espèces par les filières de l'élevage. Oui. C'est un peu la porte d'entrée, Oui. voilà, le côté mignon, comme on disait tout à l'heure, il y avait plein d'animaux mignons, un peu la porte d'entrée du bon ben ok, après il y a plein d'autres choses derrière, et c'est pas que juste des animaux mignons, c'est aussi toute la sensibilisation qu'on va faire derrière. Et du coup, toi donc ça fait pas très longtemps que tu es vraiment à 100% sur le refuge. Oui. Explique-nous un petit peu toi tes missions, ton rôle dans le sanctuaire. Oui, alors comme je te disais, ma vie a changé. Hein. C'est vrai que c'est génial pour moi de travailler là. Tu es venu une première fois là, donc en 2019. En 2019 pour visiter. En 2021 pendant 3 mois pour mon terrain de recherche où je faisais les tâches de bénévolat ici au refuge et où j'ai adoré évidemment cet endroit et ses habitants humains et non humains. Ouais. Et donc là, oui, j'ai commencé au mois de mars. Donc 2021 et là 2023. Donc oui, donc 2021, tu as fait tes 3 mois ici et après donc 2023. Tu es venu pour travailler donc en tant que chargée de sensibilisation et développement. Donc je m'occupe à la fois des actions de sensibilisation, donc de l'événementiel, les Happy Days au refuge, les Happy Lives sur les réseaux, les Happy School pour les publics scolaires notamment. Cette année, on n'a pas eu le grand week-end porte ouverte qu'on fait avec aussi nos partenaires où il y a donc des stands, où il y a des conférences. Ça, on le fera l'année prochaine, dans un an. Donc je m'occupe de ça. Je m'occupe aussi des partenariats. On a donc le refuge, les principaux soutiens du refuge qui permettent au refuge d'exister sont surtout des parrains et marraines des animaux, donc des particuliers en très très grande majorité. Ça, c'est ma collègue Fanny qui s'en occupe. Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de cet aspect parrainage qui est quand même, je pense, important pour vous? Oui, très. C'est vraiment grâce aux parrains et marraines. Donc le parrainage, ça consiste à verser un montant libre, soit une fois par an pour un parrainage ou un marrainage d'1 an, soit ça peut être mensuel. Il est possible de parrainer un animal du refuge ou l'ensemble du refuge. De toute façon, tous les animaux, on explique bien que tous les animaux n'ont pas un seul parrain ou une seule marraine. C'est peut-être l'aspect aussi de avoir un animal, un parrain, une marraine, mais plusieurs personnes peuvent parrainer. Bien sûr, et puis si un animal est moins parrainé qu'un autre, il ne va pas manger moins, il n'y aura pas moins de ça n'a pas de lien, c'est vraiment globalement, c'est juste peut-être une façon plus ludique peut-être. Et puis ça permet de construire un lien aussi entre le parrain ou la marraine et un animal en particulier, un lien qui pour certains parrains et certaines marraines devient vraiment quelque chose d'important dans leur vie, d'autant plus qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir forcément un cochon ou une vache chez eux, mais là ils nouent un lien avec cet animal auquel ils peuvent venir rendre visite. Et puis c'est aussi très pertinent d'un point de vue de sensibilisation parce que ça permet les parrains et marraines en parlent dans leur entourage. Et si dans leur entourage ils disent je suis la marraine d'un cochon, ah bon, comment ça t'es la marraine d'un cochon, et donc ils sont amenés à parler de ce cochon et ça permet aussi de diffuser le message de sensibilisation. Le bouche à oreille du coup. Absolument, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis comme le refuge est reconnu d'intérêt général, les parrainages, les dons sont déductibles des impôts. D'accord, oui, c'est comme une association. On est une association. Donc voilà. Mais ça, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma collègue Fanny. Moi, je m'occupe des partenariats parce qu'on a le soutien aussi de certaines entreprises, certaines associations. Il y a plusieurs entreprises, notamment des marques véganes qui nous soutiennent. D'alimentation comme La Vie Foods, par exemple, il y en a d'autres, mais... donc des relations avec les partenaires, avec les médias aussi, je m'occupe des contacts presse et médias, et puis de la coordination du bénévolat et des stages, puisqu'on a donc au refuge la chance d'avoir l'aide de bénévoles. On est une équipe de 8 salariés, donc 4 soigneurs et soigneuses animalières à plein temps, et 4 personnes à plein temps aussi qui nous occupons de la coordination, des ressources humaines, de la compta, de tous les autres aspects, et en plus donc des bénévoles
Généralement, oui, on peut avoir jusqu'à 3 bénévoles par semaine. Après, s'ils sont plus nombreux, ce sera difficile pour l'équipe de les encadrer en fait. Oui, parce qu'il voilà, il faut aussi leur montrer comment Bien ça se sûr. passe, parce que c'est bien beau d'avoir des personnes de plein de bonne volonté, mais il faut aussi bien faire les choses et savoir quoi faire, voilà, parce que c'est vraiment tout je pense, un procédé derrière de voilà, comment tout est bien réglé, donc ça, voilà, il faut vraiment être encadré aussi et pas être laissé dans la nature. Ça, on ne demande pas aux bénévoles d'avoir des connaissances préalables, mais bien sûr qu'en arrivant, il y a des choses à apprendre. Ouais, tout à fait. Et donc oui, ça c'est vraiment super. Et depuis quelques temps, depuis 1 an, on a un studio qu'on peut mettre à disposition des bénévoles, donc ça fait qu'il y a plus de gens qui peuvent venir. Super intéressant. Donc du coup, vous réussissez à avoir presque peut-être tout au long de l'année des personnes. Oui, pendant longtemps c'était beaucoup plus le printemps, l'été, mais là je crois que l'hiver dernier il y avait des bénévoles régulièrement aussi. Certaines fois ce sont des personnes qui vivent loin, donc qui viendront qu'une seule fois pendant 1 semaine, 2 semaines, enfin pendant leurs vacances. Et puis parfois ce sont des personnes qui habitent plus près, qui vont revenir régulièrement nous aider. Et effectivement, il y a peut-être encore quelques semaines dans l'année où on se retrouve sans bénévoles, mais la plupart du temps quand même 1, 2, 3 bénévoles. Ok. Et est-ce que ça vous aide beaucoup aussi d'avoir des bénévoles? Ah oui, c'est vraiment précieux pour s'occuper de la centaine d'animaux. C'est vraiment, on se sent très reconnaissant et reconnaissante vis-à-vis des bénévoles qui nous aident. Comment est-ce que toi tu vois le véganisme d'un point de vue lié à l'environnement? Est-ce que toi, comment tu vois cet aspect-là? Parce que c'est vraiment très centré sur les animaux, mais d'un point de vue environnemental, qu'est-ce que toi tu en penses? Oui, alors moi, comme je te disais, ça a vraiment commencé par animalisme plus que par engagement écologique, mais très vite ça s'est rejoint. C'est-à-dire qu'en commençant à m'intéresser à la question, j'ai découvert aussi l'impact climatique de la viande, de l'élevage. Et donc ça n'a fait évidemment que renforcer mon souhait d'aller par là. Mais c'est venu dans un second temps. Et puis ensuite, comme beaucoup d'entre nous, étant de plus en plus sensibilisés à ces questions-là, j'essaye dans d'autres domaines que mon alimentation de réduire aussi mon empreinte carbone autant que possible. Et je pense que l'alimentation végétale est quand même une des actions qu'on peut, sans doute la plus efficace à l'échelle personnelle, individuelle, pour réduire son empreinte carbone. Donc, je suis tout à fait d'accord, c'était aussi moi un peu mon déclic à moi qui a été vraiment sur l'environnement. Et j'ai vu en fait, il y a l'environnement, mais aussi du coup les animaux, la santé, l'accès à la nourriture pour toute la planète. C'est vraiment cet aspect global qui englobe plein d'aspects différents de l'alimentation végétale qui est, je trouve vraiment incroyable en fait, qui est pas si compliqué que ça. Tu nous as dit que c'était pourtant simple pour toi d'avoir arrêté, donc finalement c'est pas trop compliqué. Est-ce que tu as un ou plusieurs conseils à donner aux personnes qui peut-être qui doutent ou qui ne savent pas trop comment commencer pour changer ou commencer un changement dans leur alimentation? Alors je pense que ça dépend évidemment de la sensibilité des gens. Pour certaines personnes, ça va être vraiment de pouvoir avoir accès à des chouettes recettes. Et maintenant, quand même, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sites sur lesquels on peut trouver, se faire comme je l'avais fait au début, d'ailleurs, sa petite liste de 10 recettes super efficaces, parce que hyper bonnes, pour que ça devienne facile. Pour d'autres personnes, ça va vraiment être de rencontrer des animaux. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire ici au refuge. La rencontre avec des animaux, ça peut vraiment renforcer l'envie de devenir végé ou vegan quand on apprend à connaître tel animal. Pour d'autres personnes, elles vont plutôt avoir besoin de lire, d'aller vraiment, de recevoir des informations très factuelles. Donc de pouvoir aller piocher en fait et de ne pas hésiter à le faire et à s'entourer en fait. De s'entourer. C'est vrai que le fait de devenir végane a renforcé énormément mes liens. Je me suis fait de nouveaux amis ou des gens que je commençais à connaître mais que je connaissais peu à ce moment-là. Mais bien sûr que les liens sont énormément renforcés avec plusieurs amis qui sont aussi véganes et ça, de ne pas être seul, je crois que c'est la chose la plus importante pour devenir végane et le rester. Et le rester, Et c'est important de le souligner, de bien s'entourer, que ce soit en physique, si on peut, si on a des personnes dans notre entourage qui le sont, ou même en virtuel, je veux dire, par exemple sur les réseaux sociaux, je pense notamment. Ça c'est super important. Est-ce que toi, tu m'en as pas parlé, mais est-ce que tu as peut-être suivi des personnes qui l'étaient, je sais pas, à l'époque, ça fait pas très longtemps non plus, mais peut-être sur les réseaux qui
qui montrent que voilà, c'est possible dans leur vie quotidienne, etc. Est-ce que toi, est-ce que tu as suivi des personnes un peu dans ce milieu-là à l'époque, ou est-ce que plus Alors, maintenant c'est plus maintenant en fait. Ouais. À l'époque, j'étais moins, mais c'est aussi parce que je suis plus vieille et qu'il y avait moins d'influenceurs et de créateurs de contenu. Oui. Mais donc voilà. Si maintenant j'aime beaucoup le podcast Comme un poisson dans l'eau de Victor Durand-Lepeuch, qui a une approche très intellectuelle et très universitaire. Hein. Il interroge beaucoup d'universitaires, mais dont il transmet très bien la pensée et les travaux de façon vraiment très riche. C'est bête, ça ne me revient pas là tout de suite parce que je sais qu'il y en a d'autres. Du coup, donc, plus maintenant, maintenant que tu es dans le milieu, on va dire, plutôt qu'avant, quand tu n'étais pas dedans et que voilà, c'est vraiment. Et qu'il y en avait moins aussi. Hein, bien sûr. Je sais que dernièrement, on a eu la visite aussi de Lilix qui, sur Instagram, a fait un reportage sur son séjour au refuge et que ça a touché beaucoup de gens et qu'elle a effectivement une approche très différente d'autres choses que je connais mais qui est très jolie et qui donne envie de s'intéresser aux animaux et à leur respect. Okay. Voilà. Et est-ce que du coup tu as dû faire face ou tu fais face par exemple à des remarques négatives ou des critiques par rapport à ton mode de vie et d'alimentation à l'époque ou maintenant? Alors très peu, hein, voilà, moi j'étais très privilégiée, mais après bien sûr que ça arrive. Alors à une époque j'ai beaucoup ferraillé sur les réseaux sociaux. Ah. Mais ça a été très formateur, c'est-à-dire que je me suis beaucoup engueulée avec beaucoup de gens en commentaire, de beaucoup de publications. Par rapport à, si tu veux les classiques, le cri de la carotte, un certain nombre de choses qu'on entend beaucoup en tant que végane ou végé. Mais c'était très formateur parce que parfois où je me retrouvais coincée à ne pas avoir d'arguments, ça nécessitait de les chercher pour être capable de répondre. De répondre la prochaine fois, tu savais, tu as fait des recherches une fois et tu savais après comment faire pour répondre à ce genre de Donc c'était formateur, alors je le fais moins maintenant. Ouais, ok. Et sinon, dans la vie de tous les jours, pas forcément Assez peu. Parce que effectivement, j'ai aussi. Tu t'es entouré aussi, on revient encore une fois sur le même point, mais parce que ton entourage est vraiment peut-être dans ce milieu-là. Soit végé vegan, soit m'embête pas là-dessus. Ouais. Du coup, d'une manière un peu plus générale, es-tu optimiste pour l'avenir? Soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue plus global dans la société avec l'alimentation végétale en général. Alors, d'un point de vue personnel, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement optimiste, mais j'ai quand même beaucoup espoir que l'alimentation végétale progresse. Si elle ne progresse pas par prise de conscience par rapport aux animaux, elle progressera par prise de conscience écologique. Mais j'ai quand même espoir que de plus en plus de personnes puissent être sensibilisées, puissent avoir envie de rencontrer les animaux autrement. Qu'avec l'augmentation de l'information aussi, je crois qu'on a encore pas mal de gens pour penser qu'il est nécessaire de manger de la viande ou des produits d'origine animale pour être en bonne santé. Et qu'à force que les consignes aussi évoluent, parce qu'il y a quand même un consensus médical assez important maintenant, mais le plan national nutrition santé n'est pas encore tout à fait aussi performant qu'on pourrait le souhaiter en ce qui concerne l'alimentation végétale, et c'est donc des choses qui vont se développer. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi parce que, on parlait des lobbies, mais parce que ils font pression sur peut-être, je sais pas, peut-être les institutions, les choses comme ça, le gouvernement, etc. En fait, on est gros, donc si vous dites des choses qui nous font pas plaisir, il y aura des. Certainement, oui. Et que tant qu'il y aura ça, en fait, ça va être, on va essayer d'une manière alternative comme on fait actuellement, mais je veux dire, c'est quand même un tout petite proportion par rapport à l'énormité de la population en général, on va dire, une toute petite portion de la personne, de la population qui est au courant ou qui fait quelque chose dans le sens de on va essayer à notre petite échelle de diffuser ça aux personnes qui ne savent pas, parce que il y a les lobbies qui sont présents et qui radotent sans cesse que il faut manger de la viande ou qu'il faut. Alors, j'ai espoir que parmi les jeunes générations, ce soit quand même des idées qui se diffusent davantage. Bien sûr que c'est assez désespérant quand on voit les lobbies, quand on voit que la consommation de viande ne baisse pas, en fait, qu'elle se reporte éventuellement sur d'autres animaux. Oui, c'est ça, oui. Ou
donc évidemment que tout ça c'est très déprimant, mais voilà, je pense que justement la seule chose qu'on peut essayer de faire, continuer à faire ce qu'on fait. C'est de continuer à avancer, à essayer de sensibiliser. Enfin, ce que j'aime beaucoup ici au refuge, c'est qu'on sensibilise les gens qui veulent l'être. Oui. Alors c'est très très bien que des gens qui veulent pas forcément l'être reçoivent de l'information Oui. quand même, Oui. mais pour moi c'est très les accompagner satisfaisant de peut-être pouvoir aussi de encourager. Voilà, bien les entourer aussi, voilà, de leur montrer ça et qu'ils soient ok après pour commencer et que ça commence bien en fait pour eux. C'est ça. Oui, plus il y aura de relais comme ça de cette sensibilisation et de support, que ce soit par des médias, que ce soit par l'évolution aussi des marques de nourriture végane et de produits véganes disponibles. Qui, il y a d'offres, voilà. Mais ça se voit aussi peut-être en ce moment, ces dernières années, qu'il y a de plus en plus de marques qui se développent dans les supermarchés parce que la demande aussi y est pour quelque chose. Oui. Et que c'est toujours le jeu de l'offre et de la demande. S'il y a de la demande, il y aura des choses qui seront créées pour ça. Donc c'est aussi à nous peut-être, en tant que consommateurs comme on veut, de faire en sorte d'acheter les bonnes choses pour que ça influe. Parce que mine de rien, en tant qu'individu, on a le pouvoir de changer quelque chose, même à notre échelle. En fait, en achetant ce truc-là plutôt qu'un autre, on peut se dire non, mais ça va, c'est juste un truc, voilà. Mais non, en fait, parce que toi plus en fait tous les autres qui font la même chose, individuellement, c'est pas grand chose, mais collectivement avec 1 plus 1 plus 1, au final ça fait beaucoup et que si on se dit ça que non, on compte sur les autres pour faire à notre place, ça marchera pas forcément. Oui, tout à fait. Et puis on peut espérer que que plus ces produits se développent, plus l'alimentation végétale se banalise, finalement devienne quelque chose qui qui du coup qu'elle devienne plus accessible à d'autres. Il faudrait peut-être en faire aussi une alimentation peut-être par défaut. Et pas juste une option où on a besoin de demander ce truc-là et de faire peut-être ça, je sais pas, peut-être 50-50 ou même la mettre par défaut en mode c'est. Ça, ce serait super que plus ce sera par défaut et plus les personnes qui tiennent à continuer à manger de la viande. Si ces personnes devaient le préciser au restaurant, c'est d'inverser un petit peu là. Bien sûr que ça sera un levier puissant, mais c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure que le par défaut est quand même la voie qui est empruntée par le plus de personnes, ce qui est un peu normal. Et que si on veut changer quelque chose, ça demande un effort et que beaucoup de personnes ne sont pas forcément prêts ou n'ont pas forcément envie de faire cet effort-là. Alors que si le végétal devient la norme, le par défaut, c'est en fait tout gagné. Mais comme je disais, il y a des lobbies, etc. Donc ça va être un peu compliqué, mais on verra. Bon, on est optimiste alors. Où est-ce que tu te vois, toi, dans 10 ans ? Mais dans 10 ans, j'espère être exactement là où tu me vois, tu vois. Avec quelqu'un d'autre, peut-être. Parce que je suis super contente d'être là. Je suis très très heureuse de travailler au refuge Groing-Groing. Donc dans 10 ans, je pense que j'y serai toujours si tout va bien et que le refuge aura continuer de croître et que de plus en plus de gens seront sensibilisés et viendront nous voir. Peut-être que ce sera encore beaucoup plus grand avec peut-être beaucoup plus d'animaux, etc. Qui sait, Et il vous manque peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vous développer un peu plus grand ? Donc on parlait tout à l'heure des moyens, mais Ça se développe parce qu'on on y travaille et petit à petit. C'est pas aussi, là on a le projet de ces nouvelles terres qui vont nous permettre d'accueillir plus d'animaux, de développer sans doute d'autres actions de sensibilisation. C'est un petit peu ton domaine du coup. Oui, Est-ce que tu as d'autres idées, sans forcément nous les dévoiler, mais d'autres idées pour, d'autres idées pour sensibiliser d'une autre manière. Tu nous as parlé tout à l'heure dans l'éducation, dans les classes, sur les lives, sur les visites ici au refuge. Est-ce qu'il y a d'autres Alors d'autres déjà, idées on a relancé les visites live. On va aussi les développer sur Instagram. On n'était que sur Facebook jusqu'à présent. Développer, d'essayer peut-être de toucher d'autres publics à terme, mais ça c'est pas du tout encore le cas. De développer les Happy School, on en fait quelques-uns par an, mais on peut penser qu'à l'avenir on en aura davantage et que c'est super si les enfants peuvent apprendre à connaître, à porter un autre regard en fait sur les animaux dits de ferme. Et sans doute bien d'autres. Je viens d'arriver, mais d'ici quelques mois. Faire beaucoup d'autres belles choses d'ici les prochains mois. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, au refuge Au Groingrouin. refuge, est-ce que tu es présente lors des visites? Oui, Oui, j'anime tu fais les partie. visites guidées. Ok. Mais je suis pas la personne la plus intéressante à retrouver au refuge. Ce sont vraiment les animaux Bien sûr, qu'on peut on retrouver a au besoin, refuge. voilà, ce matin, tu as fait une petite visite, voilà, et tu nous as expliqué l'histoire de certains animaux, et bon, voilà, c'est vraiment très intéressant parce que, ok, on peut voir les animaux, mais si bon, malheureusement, ils peuvent pas parler, donc on peut pas savoir forcément leur histoire et voilà, comment ils sont. Tu nous as expliqué, voilà, leur caractère, etc. Et c'est vraiment intéressant d'avoir cet aspect-là. Donc, ok, il y a Ouais. besoin, enfin voilà, les animaux sont les stars, on va dire, mais il y a quand même besoin d'avoir ce petit Oui, truc on essaye derrière de pour transmettre. voilà, de Oui, transmettre ouais, parce qu'on aura bien sûr le contact avec les animaux, mais peut-être pas autant de sensibilisation ou oui. autant d'informations derrière et que c'est vraiment, je pense, important aussi d'apporter cette touche-là de voilà, bon ben ok, qui c'est, comment il est arrivé là, comment il est, son caractère, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Attention, faut peut-être pas s'approcher trop près de lui parce que bon voilà, on sait pas trop comment il est, etc. Donc ouais, c'est quand Oui, même ce qu'on essaye important. de faire, ce qu'on fait aussi sur nos réseaux sociaux. Ce qu'on essaie de faire dans les visites virtuelles aussi sur Ouais. les réseaux sociaux, dans les lives. Voilà, donc c'est essentiellement là qu'on peut me retrouver Ok. et retrouver surtout les animaux. Ok, ça marche. Et du coup, tu termines un petit peu, là, tu nous parlais tout à l'heure de tes projets donc, qui sont encore en cours. Oui. Est-ce que quand tu les auras terminés, est-ce que tu peut-être continueras aussi cet aspect-là, peut-être en rapport aussi avec le refuge ou Oui. pas du tout, voilà. Est-ce Si, que ça tout à fait. t'intéresse encore? Oui, je pense que ça peut être super aussi de développer les relations entre le refuge et les universitaires qui s'intéressent à ces questions, vu que c'est Oui, le milieu d'où je viens, oui, et en participant à des conférences, de pouvoir y participer, pas en tant que sociologue, mais ou aussi en tant que oui. sociologue, mais Au nom du au refuge, nom du refuge, Mhm. de faire valoir un peu aussi l'expertise du refuge Oui, dans les soins aux animaux dits de ferme. C'est quelque chose d'important pour nous aussi au refuge de ne pas laisser le savoir sur ces oui, animaux et les connaissances sur la façon d'en prendre soin oui. aux seules filières de l'élevage. Mhm. Je pense que ça peut être très important de participer à des travaux de recherche. Parce que oui, Aussi. enfin voilà, vous mettez peut-être en lumière des choses qu'on ne savait peut-être pas forcément vous au refuge, parce que voilà, les animaux ne sont pas faits pour, enfin, c'est des animaux d'élevage qui ne sont pas forcément faits pour vivre aussi longtemps, C'est ça. donc ça dévoile, on est C'est obligé vraiment de, quelque chose d'intéressant aussi qui est développé par les refuges. C'est la réflexion autour des protocoles de soins alternatifs. Hein. C'est vrai que on a des animaux dits de ferme qui sont issus de sélection génétique oui, drastique. Qui est destiné à devenir le plus gros possible, le plus vite possible, pour être abattu à un âge précoce. C'est généralement 35 jours pour les poulets dits de chair, 6 mois pour les cochons. ouais, Et quand ces animaux vivent plus longtemps, ils développent des pathologies nombreuses, diverses et variées, qui nécessitent des soins qui n'existent pas toujours, oui, puisque ces parce qu'ils ne sont soins pas ne normalement, sont ils pas sont pas faits demandés. à vivre aussi C'est ça. longtemps, Donc voilà, il y a des choses très intéressantes qui se développent dans certains refuges, notamment aux États-Unis. oui, Le refuge Woodstock Farm Sanctuary qui développe des protocoles de soins. Et donc oui, ça permet vraiment de s'intéresser autrement en fait, ouais, de s'intéresser à ces animaux pour qui ils sont plutôt que pour ce qu'ils rapportent. oui, bien sûr. À les considérer oui comme des fins en soi plutôt que comme Des biens de oui, ouais. consommation, voilà. Mm. Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup pour cette interview, c'était Merci à super. toi Maxime, Et puis c'était bah, chouette. écoute, Ouais. à bientôt au refuge peut-être. Avec plaisir. Merci, À bientôt. salut. Salut.